Oui, bonjour tout le monde. C'est le moment d'un rendez-vous qui est désormais devenu traditionnel à PC Focus, les chroniques doctorales. Certains d'entre vous ont déjà vu cet exercice, d'autres non, donc je me permets de le représenter. C'est un moment où on change un peu le format de la présentation. Ce n'est pas les présentations classiques. On demande déjà d'être court aux doctorants. C'est-à-dire ils vont pas présenter en 5-6 minutes, mais ce n'est pas le seul contraint, parce que la façon, le format qu'on propose, c'est ma thèse sur un set de tables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils doivent présenter, non pas avec l'outillage classique de que le chercheur met en place, PowerPoint, photo, vidéo, etc., mais qu'avec ce que, de façon réaliste, ils pourraient trouver sur une table de cantine quand on va déjeuner, et on peut dessiner sur les sets en papier. Et c'est que ça qu'ils peuvent utiliser, ça c'est la consigne qu'ils ont eue. Évidemment, il y a un clin d'œil au jeu de ma thèse en 180 secondes d'une côté, c'est une variation sur le thème de ma thèse en 180 secondes, et de l'autre, à une façon de faire, à une composante du travail du chercheur, qui est celui de l'échange informel autour d'un verre, souvent, ou d'un café, que souvent fait vraiment partie, fait complètement partie du travail des recherches. Donc, avant de continuer, est-ce que je peux voir 6 mains levées? Les 6 personnes qui doivent présenter aujourd'hui sont tous là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, on est tous là. On s'est vu qu'en ligne pour préparer cet exercice, donc je ne reconnais pas tout le monde. Comme on a un peu de retard, je ne vais pas prendre plus de temps, sauf les remerciements, encore une fois, au Fonds SPCI Paris pour permettre ce type d'action. Et surtout, une demande de très grands applaudissements à tous les doctorants qui vont faire cet exercice, parce que vous voyez bien, on les met dans une situation qui n'est pas facile. Et donc, voilà, il faut vraiment les encourager. D'autre part, on considère que c'est aussi une sorte d'exercice de mise en pratique. Et la vulgarisation sous contrainte, ça permet aussi d'évoluer, d'avancer dans la façon dans laquelle on pense pouvoir partager notre science avec d'autres publics autres que les chercheurs. Donc, all this is going to be a bit in English and a bit in French, because some of the PhD students are not native French speakers, and so they are allowed to present in English. I will not repeat all the introduction in English. Yeah. Many people will thank me for that. But I call the first one who speaks in French, donc je l'appelle en français, et c'est Maïka Saint-Jean qui va présenter du PMMH. Bonjour, je m'appelle Maïka Saint-Jean et je suis doctorante du coup en 3e année au PMMH. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que vous avez peut-être déjà eu. Est-ce que vous avez déjà essayé de ranger dans un placard ou dans un carton vos assiettes, vos bols, vos tasses? Vous vous êtes rendu compte que c'est assez compliqué. Si on doit les empiler, il y en a qui tombent, ça prend de la place. Est-ce que ça ne serait pas plus simple si à la place d'avoir une assiette creuse, un bol, on n'avait que des assiettes plates qu'on pouvait ranger dans notre placard et qui reprenaient leur forme une fois qu'on avait fini de les utiliser? De les ranger, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est un problème qui a été étudié par différentes personnes, par exemple par les cartographes. Faire passer de quelque chose qui a une forme 3 dimensions à un plan. Par exemple, quand on veut faire la carte du monde et qu'on veut passer d'un globe à un planisphère, on ne peut pas le faire à part si on étire les continents ou on étire l'océan. Et donc, on ne peut pas passer d'une forme comme une sphère à un plan sans changer la distance localement entre nos points et par exemple étirer certains endroits et comprimer d'autres. Donc ce qui est un problème pour le cartographe peut être utile dans notre cas. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est étirer nous-mêmes un plan ou le comprimer à certains endroits pour passer du plan à la 3D. Donc pour vous illustrer ça, j'ai utilisé des pizzas. Donc vous voyez ici, vous avez 2 types de pizzas. À gauche, vous avez une pizza au pepperoni et une part aux champignons, et à droite, une part aux champignons. Donc j'ai mis des petites pizzas apéritifs, mais elles sont un peu compliquées à plier. Donc pour vous montrer ce que je vais faire, j'ai découpé mon set de table, qui est du coup plus souple et plus maniable. Donc en fait, si je prends la pizza de gauche, donc qui a été découpée avec une part en plus, et que je rajoute ma part en plus dans ma pizza, on voit qu'on va obtenir une chips. En effet, en rajoutant notre part en plus, on va augmenter nos périmètres en gardant notre rayon constant. Donc si on se passe par exemple sur notre ligne noire, on va parcourir un chemin plus long que si on avait été sur du plat.
Dans le contraire, si on part sur une pizza où on a enlevé une part, on va réduire notre périmètre en gardant notre rayon constant. Et si on se passe sur notre ligne noire, on va parcourir un chemin plus court que si on avait été à plat et obtenir un cône. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est qu'on a changé le périmètre en gardant le même rayon. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est aussi changer le rayon en gardant le même périmètre. Cependant, ici, ce qu'on remarque, c'est que nos formes, on a dû les découper et les recoller, ce qui n'est pas très pratique. Donc pendant ma thèse, j'ai développé un nouveau matériau, enfin une sorte de matériau, qui est un matériau qui est plutôt élastique. Et dans ce matériau élastique, on a des inclusions d'alcool. Et on va chauffer ce matériau. Quand on va le chauffer, l'alcool va se mettre à bouillir et va pousser sur les murs qu'il a autour de lui. Et donc, on va gonfler notre matériau. À la manière d'une brioche, la levure crée du CO2 et pousser les alvéoles. Et donc ici, on va avoir un matériau qui va gonfler. Cependant, mon matériau, contrairement à la brioche, va pouvoir être réversible. On va pouvoir passer de l'état gonflé à l'état non gonflé. Cependant, là, si on le gonfle notre matériau comme ça, on va se rendre compte qu'on va avoir une déformation qui sera homogène, la même partout. Donc si on démarre avec un cylindre, on obtiendra un cylindre juste plus gros, ce qui ne nous avance pas très bien dans notre histoire vu qu'on va avoir des formes qui changent. Donc pour cela, on va rajouter à l'intérieur des armatures. Donc ces armatures vont contraindre la déformation de nos objets dans certaines directions. Donc on va plus grandir dans certaines directions que d'autres. Par exemple, à gauche, vous avez une armature qui a une forme d'étoile. Donc si vous mettez cette armature en forme d'étoile dans quelque chose qui va gonfler, on va bloquer le gonflement selon les rayons. Par contre, on va augmenter le périmètre et on va gonfler entre les branches. Donc on voit ici que si on gonfle entre les branches, on va augmenter notre périmètre à rayon constant et on va retomber dans le premier cas, le cas de la chips. Maintenant, si on veut obtenir un cône, avant, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réduit notre périmètre. Ici, on gonfle, donc on ne peut pas réduire notre périmètre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre périmètre, mais augmenter notre rayon, ce qui va revenir au même que la pizza numéro 2. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des cercles qui sont concentriques. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter, on va gonfler entre les cercles. Et donc la distance entre les cercles va augmenter et on va devoir sortir du plan pour que notre objet puisse continuer à exister. Ainsi, on va obtenir un cône. Ainsi, juste avec une surface, un matériau qui gonfle et une armature à l'intérieur, on peut obtenir des chips et des cônes. Et une fois qu'on a des chips et des cônes, on peut faire n'importe quelle forme plus complexe en combinant l'un ou l'autre. Ainsi, on pourrait, de manière réversible, passer d'un objet qui a 3 dimensions à un objet plat, et donc, par exemple, avoir plus de facilité à ranger notre placard. Mais pour des applications un peu plus utiles, par exemple, on pourrait utiliser ce procédé avec des robots qui sont plutôt mous, pour avoir des surfaces qui se déforment, pour attraper des objets mous, ou réaliser des opérations médicales qui seraient peut-être un peu plus utiles que ranger notre placard. Merci. Merci beaucoup, Amaïka. Merci. Après pas mal d'années qu'on fait cet exercice, on arrive encore à être extrêmement créative. Merci pour cela, même si ça fait un peu du mal parler des pizzas et des chips juste avant le déjeuner. Mais bon, voyons si on reste dans les matériaux. Matériaux poreux cette fois-ci, c'est Mathilde Renoir des IMAP, la prochaine à présenter. Je pense que son set des tables est prêt. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici pour présenter du coup mon sujet de thèse qui s'intitule... Oups, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, ça marche. Ok, ça marche. Désolée. Donc, qui s'intitule « Vers de nouveaux matériaux ». Mais... Désolée, je ne suis pas très douée. C'est bon. Vers de nouveaux matériaux poreux pour la capture d'odeur dans l'air à débitacle. Du coup, dans ce sujet de thèse, il faut savoir qu'il y a 2 mots-clés. Donc, tout d'abord, matériaux poreux et odeur. Les matériaux poreux, ils sont qualifiés de nouveaux, et donc je vais vous expliquer pourquoi ils le sont. Donc, en fait, à l'image des briques de Lego qu'on va assembler pour faire différentes structures, nos matériaux ils vont marcher à peu près de la même façon. C'est-à-dire que par exemple, si avec des Legos, je vais utiliser des briques blanches et des briques noires et les assembler, je vais à la fois pouvoir faire des structures 3D ou 2D, que ce soit des yin et des yang ou des pandas. Et nos matériaux, ils fonctionnent à peu près de la même façon. On a également 2 briques de construction différentes qui sont à la fois des ions métalliques, à la fois des ligands organiques,
que l'on va pouvoir en fait combiner les uns avec les autres pour faire des structures 3D ou 2D, mais qui sont poreuses, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des pores à l'intérieur, donc des trous dans lesquels on va pouvoir mettre des objets. Donc par exemple, là vous avez une boule de sopalin qui est à l'intérieur de mon MOF Apéricube. Du coup, en fait, ces matériaux sont extrêmement intéressants puisque toutes les briques qu'on va pouvoir utiliser sont extrêmement diversifiées. C'est-à-dire que les métaux, on peut utiliser pratiquement tout le tableau périodique. Pour les ligands organiques, c'est la même chose. Et en fait, cette diversité va nous permettre d'obtenir des structures qui sont en fait très diverses. Donc, le premier exemple, vous avez en bleu, par exemple, une structure qui est plutôt 2D avec des pores qui sont plutôt sphériques. En revanche, vous avez plutôt une cage qui est un peu plus fermée, mais également sphérique. Mais vous pouvez aussi obtenir des tunnels, donc des pores qui sont longitudinaux, dans lesquels on va également mettre des choses. Et en fait, c'est toutes ces propriétés sur lesquelles on va pouvoir jouer pour différentes applications. Et en l'occurrence, ces matériaux, qui sont donc poreux, comme je vous l'ai dit, on peut un peu les assimiler à des éponges. Donc, à l'image des éponges qui vont pouvoir absorber l'eau liquide. Donc, par exemple, si vous renversez votre grenadine sur votre tête de table, nos matériaux, on va pouvoir aussi absorber des choses à l'intérieur de leurs pores. La seule différence par rapport aux éponges, c'est qu'on va avoir des trous de quelques millimètres pour les éponges. Pour du coup, nos matériaux qui s'appellent des MOF, on a des choses beaucoup plus petites, donc de 0,5 à 3 nanomètres. Donc on va pouvoir venir absorber des molécules qui sont beaucoup plus petites que de l'eau liquide. Et donc ça, c'est notamment en fait un sujet qui est très intéressant pour Stellantis. Donc ce nom vous dit sûrement rien, mais en fait c'est le nouveau nom du groupe PSA, du coup Peugeot Citroën, qui veut utiliser ces matériaux dans ses véhicules pour en fait capturer les mauvaises odeurs de l'habitacle. Afin de comprendre de comment les capturer, il faut déjà comprendre d'où viennent ces mauvaises odeurs de l'habitacle. Tout d'abord, elles peuvent venir de la pollution extérieure qui pénètre à l'intérieur de votre véhicule et qui vont venir polluer votre air habitacle. Mais ça peut aussi venir de vous, en tant qu'utilisateur. Si vous venez de la salle de sport, que vous avez fait une grosse séance, vous rentrez dans votre véhicule, vous allez un peu donner des odeurs de sueur. Si vous allez à votre fast-food favori prendre un drive, les frites vont aussi dégager des mauvaises odeurs. Ou alors, tout simplement, et c'est une des pollutions principales, c'est les matériaux constitutifs de votre véhicule, donc que ce soit les plastiques, les cuirs, les textiles, qui vont eux aussi en fait, dégager des odeurs que vous allez potentiellement respirer. Donc bon, comme ça, on dirait que c'est un peu marketing de vouloir se débarrasser des mauvaises odeurs, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est que les odeurs sont généralement des composés organiques volatiles, qui en fait sont donc des petites molécules qui vont facilement se volatiliser et qui vont être facilement respirables par l'homme. Mais ce sont aussi des composés qui peuvent être dangereux, puisqu'en fait, c'est un des premiers polluants de l'air intérieur. Donc, on parle beaucoup de pollution extérieure, de pollution liée au trafic, etc. Mais en fait, nous, humains, on est assujettis en fait, à la première pollution, c'est la pollution intérieure, puisqu'on passe 90% de notre temps à l'intérieur, que ce soit ici, en conférence, chez vous, ou alors dans les transports. Donc, finalement, capturer les mauvaises odeurs du véhicule, c'est aussi en fait, un sujet de santé, puisqu'il y a des molécules qui peuvent être extrêmement dangereuses, donc par exemple le benzène ou le formaldéhyde, qui sont eux-mêmes des composés organiques volatiles, et qui peuvent affecter votre santé, que ce soit... eux, en l'occurrence, ils sont cancérigènes. Donc je ne suis pas en train de dire que quand vous rentrez dans votre véhicule, vous allez attraper un cancer, bien sûr que non, puisqu'on est vraiment à des doses faibles, mais s'en débarrasser, c'est quand même mieux, puisque si on est exposé moins longtemps à ce type de molécules, forcément, on a moins de risques. Du coup, pour faire simple, moi, je construis des matériaux poreux à partir de briques moléculaires pour capturer les mauvaises odeurs de vos véhicules et en fait dépolluer votre air habitacle. Merci beaucoup Mathilde Renoir, IMAP. And the next one, still about properties of materials, is going to be in English. Is going to be Krupal Patel, Laboratoire SIM. Where is it? Ah, okay. Waiting for a microphone. Thank you very much. It's your turn. Once again, 5 minutes. Thank you, all of you, for respecting the timing that will lead us to a lunch more or less at the correct time. Good morning, everybody. I'm Krupal Patel. I work at SIM Lab with Professor Matteo Chicotti and Professor Etienne Barthel. So today I am going to talk about numerical modeling of adhesive fibrils, and everyone has, or maybe all of you have used Scotch tape in your life. So you are curious about how this Scotch tape
sticks to every other surfaces or every other material. So the answer is the intermolecular attraction forces like van der Waals. And when you have this Scotch tape, you have these two layers, steep backing and this soft adhesive layer. So when you see this Scotch tape while peeling with the help of camera or scanning electron microscope, you can observe the cavitation and fibrillation process. And in cavitation and fibrillation process, this elongated wall, short of elongated wall, at the end of fibrillation, at the end of this process is called fibrils, which are micron scale, and these fibrils are responsible for adhesive property of the Scotch tape. So when we see it in SEM view, we can see the cohesive zone, and these fibrils are elongated walls like structures, and we are modeling these fibrils using axisymmetric boundary condition in Abaqus software with the help of finite element method. And what is finite element method? Finite element method is nothing but the method to solve partial differential equation. And these fibrils are not axisymmetric in reality, but this is the kind of assumption of our model that these fibrils are axisymmetric. And you can see the free body diagram of these fibrils. So we are pulling on these fibrils, and it requires a lot of energy to pull these fibrils. So it is not just breaking the interface. It is more than that, more than breaking the interface. So that's why we want to capture this energy, and that's why we are modeling these fibrils. But as you can see from the last figure, as you can see from the last figure, the fibrils are sort of elongated, but when you go faster, the energy required is much higher than when you go slower. So when you peel faster, you have very high stress applied by these fibrils on the backing, so that and less elongation of the fibril. So that's why we require more energy. So next time when you peel the Scotch tape, do not forget to put camera on it and see these fibrils and curious about it and enjoy the beautiful science behind it. Thank you very much, Krupal. Next one, les prochaines en français. Imed Bentarkaf. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il y a une question de microphone. Si je peux juste mettre ça. Ok, vas-y. Je crois que le thème va aussi être un peu difficile avant la pause déjeuner. Vous m'entendez? Ok. Donc bonjour à tous, je suis Imed, je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux de recherche et je vais vous montrer qu'il existe un lien entre le pain, le vin et l'aviation. C'est assez intéressant, vous allez voir. Tout d'abord, dans un avion, il y a de nombreux fluides qui circulent à travers des tuyaux et des flexibles. On en dénombre à peu près 200 à 250 km. Et dans le cas des huiles ou des hydrocarbures, si jamais il y a une fuite, ça peut créer des risques accrus d'incendie. Il faut donc qu'on ait un système qui soit capable de colmater les fuites de manière automatique, car quand on est en plein vol, on ne peut pas avoir l'intervention humaine. Safran, l'entreprise qui finance mes travaux de recherche, a développé toute une gamme de mousses élastomériques ou caoutchoutiques qui vont rentrer dans la structure de ces tuyaux. Ils vont être au cœur de deux parois solides des tuyaux, et dans le cas d'un trou, d'une perforation, de l'huile va s'échapper, va être mis au contact de la mousse qui va gonfler et qui va obturer le trou. L'intérêt des mousses est double. Tout d'abord, la légèreté. On peut gagner 50% en poids en utilisant un matériau moussé par rapport à un matériau non moussé. Deuxièmement, la porosité. En fait, la porosité va permettre d'accélérer ce phénomène d'absorption des huiles
et par capillarité, un phénomène que je pense vous avez tous pu expérimenter en trempant un carré de sucre dans du café. Donc la première étape de ma thèse est de comprendre et d'optimiser les procédés de moussage. Et bien que j'ai signé pour une thèse, je me suis retrouvé en fait à faire un CAP boulangerie. Car pour faire une mousse, c'est la même chose que le faire du pain. On a une première étape de pétrissage dans laquelle on va venir malaxer notre gomme. On va y ajouter un agent moussant qui peut être comparé à de la levure chimique. Lors de l'étape de cuisson, cet agent moussant va se dégrader et générer du gaz. Et on va aussi ajouter différentes charges à notre pâte pour justement former ces bulles-là. On va avoir des agents de nucléation qui sont des minéraux, qu'on pourrait comparer ça au sel qu'on met dans le pain. Donc la dispersion des petits grains de sel va permettre de donner au gaz des endroits pour se fixer et grandir et croître. Il y aura aussi un deuxième type d'additif qui est utilisé, qui est les plastifiants, ou on pourrait par extension dire l'eau qu'on ajoute à notre pâte de pain. Cette eau ou bien ce plastifiant va avoir un effet sur la viscosité de la pâte et donc sur la capacité du gaz à s'échapper de la pâte. Donc tout le travail et tout l'aspect technique de cette partie de la thèse est de trouver la bonne recette. Il ne faut pas que la pâte soit trop liquide, sinon le gaz va s'échapper tout de suite et on n'aura pas à la fin un matériau qui sera moussé. Et il ne faut aussi pas que le pain soit trop salé, sinon on aura un trop grand nombre de bulles. La deuxième étape, c'est une étape de cuisson. Cette étape de cuisson elle va dépendre de deux paramètres. Tout d'abord, le temps de cuisson et la température de cuisson. Donc, il faut bien maîtriser ces paramètres, car auquel cas, ça m'est arrivé plusieurs fois, on obtient une biscotte complètement brûlée et ce n'est pas du tout ce qu'on veut, ou bien on a une crêpe qui n'est pas cuite. Et cette étape-là, elle va influencer sur le rapport entre la croûte et la mie. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la mie de pain qui, elle, va avoir cette capacité à absorber l'huile. La croûte, elle est là pour la tenue mécanique, mais il faut qu'on réduise sa taille au maximum. Donc, après avoir beaucoup joué avec tous ces paramètres, fait beaucoup d'erreurs et raté beaucoup de recettes, on est arrivé à la baguette parfaite qui rendrait jaloux n'importe quel meilleur ouvrier de France. On s'est posé la question, mais comment elle fonctionne? Parce que quand on la met dans de l'huile, elle gonfle uniquement en épaisseur. Et elle ne gonfle pas dans le plan du trou, de la fuite. Donc là, on s'est dit, il faut prendre le problème à l'envers. Vu qu'elle est maintenue en épaisseur, elle ne peut pas gonfler en épaisseur. Donc c'est comme si elle était comprimée dans cette direction. Et cette compression, connaître le comportement mécanique d'un matériau dans la direction perpendiculaire à celle de sollicitation, c'est connaître le coefficient de Poisson. On l'a mesuré de diverses manières et on s'est rendu compte que la mousse, quand elle est à l'état sec, elle a un coefficient de Poisson qui est nul, qui est comparable à celui d'un bouchon de liège. C'est-à-dire que quand on va le comprimer dans cette direction, il ne va pas se dilater dans la direction perpendiculaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise pour boucher les bouteilles de vin. Mais cette configuration-là, elle n'est pas, pour nous, favorable pour fermer un trou. Mais par magie, quand on met notre pain ou notre mousse, je ne sais plus très bien, le coefficient de Poisson, il augmente et il devient de 0,5. C'est-à-dire qu'on a le comportement d'un liquide, du vin par exemple, désolé, j'ai que de l'eau, qui va, peu importe le contenant, épouser la forme de ce contenant, il va vouloir conserver son volume. Par conséquent, vu que le matériau ne pourra pas gonfler en épaisseur, il sera comprimé contre les parois, il va donc rediriger tout le gonflement dans le plan, qui est justement le plan du trou, ce qui va nous assurer un vol en toute sécurité, durant lesquels, je l'espère, vous profiterez d'une bonne tranche de pain et d'un bon verre de vin. Merci. Merci. Merci, Imed. Maintenant, on va avoir deux présentations sur la supraconductivité. La première, c'est le 2 de LPM. Et la première, c'est Zoé Velluire. Si j'ai bien prononcé, peut-être je dis quelque chose de... Non, Velluire, c'est bon. Merci. Ok.
Donc bonjour à tous, je pense qu'on commence à avoir tous un petit peu faim. Je vais vous demander un tout petit peu d'attention parce que je vais avoir 5 minutes pour vous expliquer pourquoi et comment détecter les électrons dans les matériaux supraconducteurs. Donc si pour certains ces mots sont un peu obscurs, vous inquiétez pas, on va éclaircir tout ça. On va commencer par la base. Je vous rappelle juste que la matière qui nous entoure est composée de briques élémentaires qui sont des atomes. Et ces atomes possèdent un noyau autour desquels tournent des électrons. Certains atomes ont tellement d'électrons que ces électrons doivent se répartir sur des trajectoires de plus en plus éloignées du noyau. Et comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, les électrons avec un petit coup de pouce, un petit apport d'énergie, vont pouvoir sauter d'un atome à son voisin pour voir ce qui se passe chez le voisin. On dit ainsi que les électrons sont conducteurs et que le matériau qui possède ces électrons est un matériau conducteur. Donc concrètement, si je prends un carré de matériau conducteur, que je le branche à une source d'énergie, j'apporte assez d'énergie pour faire sauter les électrons d'atome en atome. On va avoir deux types de cas. Soit en bleu foncé, on va avoir les électrons qui sautent d'atome en atome et réussissent à sortir du matériau, auquel cas ils peuvent rendre l'énergie à la source, ils ont un bilan énergétique nul. Soit c'est le cas du bleu clair, où les électrons sautent d'atome en atome et se perdent dans le matériau et perdent leur énergie. À ce moment-là, leur bilan énergétique est catastrophique et ça fait une facture d'électricité assez salée. On peut aussi représenter ça par une sorte de mer d'électrons qui perdraient leur énergie dans la mer et de temps en temps un électron qui arrive à se frayer un chemin dans le matériau. Il y a un autre type de matériau qui peut conduire l'énergie, ça va être les matériaux supraconducteurs. Dans ces matériaux, l'avantage c'est que les électrons peuvent s'associer et former des paires qu'on va représenter par un petit cercle violet. Et ces paires sont très intéressantes parce qu'elles conduisent l'énergie supra-rapidement comparé au cas précédent et sans perte. Donc concrètement, quand je prends un matériau supraconducteur et je le branche à une source d'énergie, toute l'énergie en entrée va être transmise à la sortie sans perte. Donc c'est un bilan énergétique nul et une facture d'électricité nulle. Donc tout de suite, on comprend l'intérêt de ce genre de matériaux. Le problème, c'est que ces matériaux, actuellement, ils existent que dans des conditions assez extrêmes, notamment à très faible température. Ça, on s'est aperçu aussi, les scientifiques se sont aperçus en voulant mesurer l'énergie perdue dans le matériau, donc sa résistance représentée en rose à différentes températures. Quand il fait froid, le matériau est bien supraconducteur, mais quand on réchauffe le matériau, il va devenir conducteur. Et ça, on peut l'expliquer avec les mains assez simplement. Quand il fait très très froid, le matériau il est comme gelé. On va avoir les électrons qui s'associent en paires et qui vont pouvoir se déplacer sans perte, un peu comme s'ils avaient des patins et qui patinaient sur la glace. Si on commence à réchauffer le matériau, on va commencer à faire fondre le matériau et on aura toujours nos paires supraconductrices qui vont pouvoir transmettre l'énergie en glissant sur la glace, mais une partie de l'énergie va être transférée par des électrons qui vont nager difficilement dans le milieu et certains d'entre eux vont se perdre et perdre leur énergie. Si on réchauffe encore le matériau, là ça devient plus catastrophique parce qu'on a carrément plus de glace, seulement les électrons qui se baladent dans le matériau fondu peuvent transmettre l'énergie et les pertes deviennent très fortes. Donc actuellement, les physiciens ne sont pas tous tout à fait d'accord sur ce qui se passe dans ces différentes phases du matériau. Et donc pour pouvoir un jour espérer se servir de ce genre de matériau, il faut comprendre les interactions qu'il y a entre les électrons. Pour comprendre ces interactions, il va falloir étudier les électrons et donc les détecter. Et pour les détecter, on organise en quelque sorte des courses d'électrons. Donc on va opposer les paires supraconductrices qui patinent sur le matériau gelé aux électrons qui nagent dans le matériau fondu. Dans un premier cas, on organise des courses en aller simple. Donc on a des parties du matériau qui sont gelées, des parties du matériau qui sont fondues. Je mets un détecteur à la ligne d'arrivée, on allume le détecteur et après on n'y touche plus. Ensuite, on met l'énergie pour lancer nos électrons. Et au bout d'un moment, on va voir que les paires supraconductrices qui sont très très rapides vont arriver très vite au détecteur, alors que les électrons qui nagent dans le matériau fondu vont prendre leur temps mais vont finir par arriver aussi. Donc dans ce cas-là, on arrive à détecter les électrons mais pas à les distinguer. Ce qui nous amène à la deuxième méthode, c'est de faire des allers-retours. Donc on va concrètement changer le sens de l'énergie de gauche à droite. Donc pour illustrer ça, il y a le carré du haut. Donc je mets deux détecteurs cette fois-ci, un à gauche, un à droite dans mon matériau. Je commence par envoyer l'énergie de la gauche vers la droite. Donc très vite, les paires supraconductrices vont courir jusqu'au détecteur 2, du détecteur 1 au détecteur 2, alors que les électrons qui sont dans le matériau fondu vont à peine pouvoir bouger. Au moment où les paires auront quasiment atteint le détecteur 2, on va tout de suite changer de sens, ce qui va avoir pour effet de devoir les ralentir pour leur faire aller dans l'autre sens, alors que les électrons du matériau fondu vont à peine bouger de droite à gauche. Et si on continue ça indéfiniment, on va se rendre compte que très vite, les paires supraconductrices vont aller de gauche à droite du détecteur 1 au détecteur 2, alors que les électrons du matériau fondu vont à peine se déplacer, ce qui va nous permettre de ne pas les détecter
et de détecter uniquement les paires supraconductrices. Et donc voilà, en 5 minutes, je vous ai expliqué pourquoi et comment détecter les électrons dans les matériaux supraconducteurs. Merci Zoé Velluri. Et donc, comme je disais avant, on reste sur les mêmes thèmes, sur la même thématique, dans le même labo. Guilhem Saïd. Est-ce qu'il est microphoné? Non. Donc, bonjour à tous. Okay. Je vais vous parler donc, des travaux de thèse que j'effectue dans ma dernière année de thèse dans la même équipe que Zoé. C'est ça qu'on bouge. Donc le système que j'étudie, moi, c'est LAO-STO. Donc c'est ce truc-là. Je l'ai représenté par 2 tranches de pain parce qu'en fait, d'un point de vue électronique, LAO et STO, qui sont 2 cristaux transparents qui semblent être anecdotiques, ils sont isolants. Donc en fait, ils n'ont... si on veut faire des applications électriques, c'est pas très intéressant d'avoir des systèmes comme ça. Mais quand on les met ensemble, c'est ce que j'ai représenté juste à côté, à l'interface entre les deux, sur une couche très fine, tellement fine qu'on peut considérer nulle, il se développe une interface conductrice. Donc ce que j'ai représenté ici sur le post-it jaune, c'est mon interface électrique, et les électrons, je les ai représentés par des trombones. Et en fait, ce que ça veut dire qu'une interface est conductrice, c'est que si on branche une pile, eh ben, les électrons vont voyager d'un côté à l'autre. Quand on branche un appareil électronique chez soi, c'est ça qu'on fait, on autorise le passage des charges électroniques, qui sont les électrons, pour alimenter en électricité et en énergie l'appareil qu'on a branché. Et quelque chose à savoir sur les électrons, que Zoé a expliqué, c'est un peu redondant, mais désolé, c'est qu'à température ambiante, ici, il fait 15 degrés, on va dire, les électrons, ils sont tout seuls, mais il y a un phénomène, et on dit, on a appris à l'école, je pense que les opposés s'attirent et l'identique se repousse, quelque chose comme ça. Donc a priori, les électrons, on ne voit pas comment ils pourraient s'appareiller, mais il y a un phénomène quantique qui s'appelle la supraconductivité, qui apparaît qu'à très basse température, qui fait que des électrons peuvent se mettre en couple, s'appareiller. Et ces températures, souvent, elles sont très froides, et dans mon cas, elles sont plus froides que le vide de l'espace. Donc pour ça, on a besoin de gros frigos pour descendre à des températures très très basses, pour étudier donc, cette interface supraconductrice. Donc concrètement, dans l'expérience qu'on fait au labo, sur cette interface, il y a des électrons qui sont appareillés en couple, il y a des électrons qui sont tout seuls. Et nous, on envoie de la lumière que j'ai représentée par des flèches colorées. Alors, c'est pas de la lumière visible qu'on envoie, c'est des micro-ondes, mais l'idée reste la même. Et en fait, les paires supraconductrices vont capter une partie de cette lumière pour tourner dans un espace un peu abstrait qui s'appelle l'espace des phases. Et donc elles vont, en absorbant une partie de cette énergie, nous, ce qu'on va récupérer, c'est qu'une fraction de ce qu'on a envoyé. Et en étudiant donc ce qu'on a récupéré par rapport à ce qu'on a envoyé, on peut en déduire plein de choses intéressantes sur les constituants qui sont dans cette interface électrique. Et alors, un des résultats, parce qu'il y en a beaucoup, que j'ai choisi de représenter, c'est qu'en étudiant donc cette absorption des micro-ondes, on a mis en évidence qu'il y a 2 types d'électrons que j'ai représentés par 2 tailles de trombones. Il y a des gros électrons lourds qui sont pas très mobiles, qui peuvent s'associer en paires supraconductrices également, et des électrons légers qui sont plus petits, plus légers, qui peuvent s'associer en paires également. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est dans la diversité des charges et des comportements qu'on peut avoir des fonctionnalités multiples pour différentes applications. Donc voilà, en conclusion, je vous ai expliqué que plusieurs types de charges électriques peuvent cohabiter dans un supraconducteur. Merci beaucoup aussi à Guilhem. Et merci pour avoir joué le jeu de 2 présentations en affilée. Je pense que vous n'étiez pas au courant avant, mais on a pensé que c'est un thème que peut profiter de la pédagogie que vous avez fait de 2 façons différentes. Et très souvent, regarder les mêmes phénomènes avec 2 angles différents, ça les rend plus clairs. Le pari, je crois, est complètement rempli. Je crois qu'on a même réussi à récupérer un peu du petit retard que ça avait été accumulé pendant la matinée. Et je voudrais juste dédier les prochaines 30 secondes à un déluge d'applaudissements pour les travailleurs.
Merci, merci. Donc on reprend. Je crois que les 6 ou au moins 5 sont là. J'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième partie de ce mini-marathon de présentation. Quelqu'un, pendant la pause, m'a demandé est-ce que vous faites beaucoup de répétitions pour travailler? Et donc, peut-être la réponse, ça vaut le coup de la partager. Pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, tout ce que vous voyez, c'est vraiment complètement fait en autonomie, sauf pour une petite introduction où nous, on essaye grosso modo d'enlever le stress là où il ne faut pas de stress et essayer de les canaliser là où par contre le stress en tant que prêter attention à certains détails devient utile et important. Mais pour le reste, à part un certain nombre de petits conseils, c'est complètement fait en autonomie, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on prépare. Comme parfois, par contre, on prépare ma thèse en 180 secondes. Et donc là, c'est une petite différence. C'est tout ce que j'avais à dire avant de présenter Martin Romainfort, laboratoire SIM. Hop. On m'entend? Bonjour, merci Mathéo. Je crois que c'est par ce micro-là. Ok. Du coup, je vais vous présenter mon sujet de thèse sur un set de table. La première chose en fait que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est ma coque de téléphone et la touillette de mon café de midi. Pourquoi? Parce que c'est deux objets en plastique qui ont absolument rien à voir et qui pourtant sont faits d'un matériau de même type. Tout ça pour vous montrer qu'en fait il y a du plastique à peu près partout, dans tous les matériaux qu'on utilise au quotidien et dans de nombreux matériaux qu'on n'utilise pas toujours au quotidien comme en industrie ou dans les transports. Et en fait la question c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et donc si on fait un zoom à l'échelle moléculaire, en fait les plastiques c'est en gros des spaghettis. Donc c'est un enchevêtrement de molécules. À l'échelle moléculaire, ces chaînes de molécules sont enchevêtrées, alors ça s'appelle des polymères. C'est à peu près 1000 à 10 000 fois plus long que large. Et donc ces chaînes vont s'enchevêtrer. Et les propriétés d'enchevêtrement des chaînes en fait, vont déterminer à peu près toutes les propriétés du matériau. Donc l'idée c'est que si on comprend comment est-ce que ces chaînes se comportent, on a compris comment le matériau se comportait. Il y a deux premières propriétés. C'est d'abord la température. Donc comment est-ce que ces chaînes se comportent quand il fait chaud ou quand il fait froid? Quand il fait chaud, c'est ce que vous voyez au-dessus, en fait, c'est comme des pâtes qu'on vient de sortir de la casserole et qu'on met dans notre passoire et qui s'écoulent très facilement. En fait, un polymère, quand il est chaud, si on vient tirer sur une des chaînes du polymère, donc c'est la petite flèche rouge que vous voyez, si on tire sur cette chaîne, elle va pouvoir... il y a suffisamment d'agitation thermique dans le milieu, c'est-à-dire que les autres chaînes de polymère sont en vibration à cause de la température. Et donc cette vibration est suffisamment forte pour que si on tire sur la chaîne de polymère, elle puisse s'écouler librement entre les autres chaînes du milieu polymère. Si on fait la même chose dans des conditions froides, bah là en fait ça revient à avoir des spaghettis qui sortent du frigo, ou donc quand vous mettez aux spaghettis, vous les cuisez la veille et vous les sortez du frigo, elles sont sous forme de bloc qui est assez difficile à défaire, et ce bloc a épousé à peu près parfaitement la forme de votre boîte. Et donc en fait ce bloc là, ça représente un peu ce qui se passe dans le polymère quand le polymère est froid. Quand le polymère est froid, il n'y a pas assez d'agitation thermique, et donc si on vient tirer sur une chaîne, elle ne va pas pouvoir s'écouler entre les autres chaînes, et comme elle ne peut pas s'écouler, en fait elle va s'étirer plutôt que de s'écouler. Et donc on voit qu'on a vraiment deux réponses mécaniques différentes, une première où les chaînes vont s'écouler les unes entre les autres, et une seconde où comme on ne peut pas s'écouler, les chaînes vont s'étirer. Et donc ça c'est deux régimes mécaniques complètement différents. On les a en température, mais en fait on peut aussi les avoir en fréquence. Alors en fréquence, ça veut dire à quelle vitesse on tire, tous les combien de temps est-ce qu'on vient appliquer notre sollicitation. Donc l'idée en fait c'est que si on tire sur un temps très long, ce que vous voyez sur la petite flèche rouge, si on tire sur un temps très long, donc très lentement, en fait on va laisser suffisamment de temps à la chaîne pour s'écouler entre les autres chaînes. Et donc on va retrouver des propriétés qui sont assez analogues à ce qu'on a quand on est dans un régime chaud, donc la chaîne qui peut s'écouler entre les autres chaînes. Et si on tire rapidement, donc avec un temps de sollicitation très court, on ne laisse pas le temps à la chaîne de s'écouler, et donc on va étirer la chaîne plutôt que de lui permettre de s'écouler librement entre les autres chaînes. Et donc on se ramène à quelque chose qu'on a en régime froid. En fait, on voit bien qu'on a deux régimes, et que ces deux régimes-là, on peut les obtenir soit en changeant la température, soit en changeant la fréquence, et ça nous permet de poser une équivalence que vous voyez ici là-haut, qui est l'équivalence temps-température, qui dit qu'en fait dans les polymères, changer la température du polymère, ça revient à changer le temps de sollicitation de notre polymère. Cette équivalence, elle est super complexe à appréhender, et elle permet de prédire énormément de propriétés dans les polymères, de comprendre énormément de choses. Et moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail de thèse, c'est de comprendre ce qui se passe quand on va un tout petit peu au-delà de cette équivalence. Donc en fait, le critère principal de cette équivalence, c'est la linéarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tire très peu sur notre polymère, parce que si on tire un tout petit peu fort sur notre polymère, on ne va plus avoir cette équivalence. Donc ce que je vous ai mis ici à gauche, c'est quand on tire très peu, on a cette équivalence qui est vérifiée. Dès qu'on se met à tirer avec une force assez élevée, on n'a plus cette équivalence qui est vérifiée. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me mettre à la limite. Donc je prends mes polymères, je tire un tout petit peu dessus, je vérifie que j'ai bien l'équivalence, et ensuite je tire un tout petit peu plus dessus,
et je regarde ce qui se passe une fois qu'on perd l'équivalence. Et donc c'est ça qui m'intéresse pour ma thèse, c'est de comprendre le comportement des polymères une fois qu'on sort de cette zone d'équivalence, une fois qu'on sort de cette zone où on peut très bien prédire ce qui va se passer. Donc ça, c'est un premier volet. Et un deuxième volet qui est un peu plus complexe dans ma thèse, c'est de dire, si je prends ces polymères-là, je garde ce que j'ai en mon équivalence temps température, je garde cette idée de sortir de la linéarité pour aller voir un tout petit peu au-delà de l'équivalence, mais cette fois, je rajoute des cristaux. Alors qu'est-ce que c'est un cristal? Un cristal, c'est une organisation de la matière qui est très structurée. Donc dans le cas des polymères, en fait, ça va être des chaînes de polymères qui vont venir s'aligner les unes sur les autres de manière structurée. Ça va être très rigide, c'est à peu près 20 fois plus rigide le cristal que notre matériau polymère. Et donc en fait, on va avoir des chaînes polymères, donc ce que vous voyez, c'est certaines qui vont être liées au cristal, donc une partie de la chaîne sera dans le cristal. Donc si on tire sur cette chaîne-là, en fait, on va tirer sur une chaîne avec un gros bout de cristal au bout. Donc c'est pas la même chose que de tirer sur une chaîne qui est toute seule dans son milieu. Et puis on va aussi avoir des chaînes qui sont confinées, donc ils vont se retrouver entre deux lamelles de cristal avec pas trop la possibilité de bouger. Et donc la deuxième question, un peu plus complexe de ma thèse, c'est qu'est-ce qui se passe si on reprend les hypothèses précédentes, donc d'équivalence en température, et qu'est-ce qui se passe quand on sort de cette équivalence, mais cette fois avec des cristaux dans le milieu. Et donc pour résumer et pour revenir à l'analogie des spaghettis, la question de ma thèse, c'est si je prends un gros plat de spaghettis, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'il va évoluer en temps, en température, et si je rajoute des morceaux de parmesan qui vont être mes cristaux au milieu, qu'est-ce qui va se passer quand je vais tirer sur mes spaghettis? Et donc la question à laquelle j'essaie de répondre, c'est cette question-là, mais à l'échelle moléculaire. Merci beaucoup. En tant qu'Italien, je ne peux pas ne pas être sensible au fait qu'en effet, les plastiques, c'est un peu comme les spaghettis. Malheureusement, je dois aussi dire que parfois, les spaghettis sont un peu comme des plastiques, et ça, c'est un peu moins agréable. Mais on peut aller à Maxime Beaugendre, laboratoire C3M, qui devrait déjà avoir son micro. Il arrive. C'est dans la poche. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de venir parler de mes travaux de thèse ici. Donc, je suis au C3M sous la direction de Corinne Soulier. Et avant de vous parler de polymères, je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous êtes bien lavé les mains avant de venir ici? Cool, geste barrière, on est très bien à ce niveau-là. Vous savez comment ça marche le savon? C'est pas très compliqué. En fait, les saletés que vous avez sur vos mains, la plupart, elles n'aiment pas trop l'eau. Du coup, mettre de l'eau et frotter, ça sert à rien. Donc, on va venir rajouter une petite molécule qui s'appelle un tensioactif, qui est le principal constituant des savons, que vous pouvez voir sur mon schéma, donc en dessous du carré. Donc, on a une tête hydrophile qui aime bien l'eau et une queue hydrophobe qui va plus préférer les graisses. Et donc, ça va venir en fait faire le lien entre vos saletés et l'eau. Vous allez frotter, ça va stabiliser ces graisses dans l'eau et ça va partir au lavage. Et bien, en partant sur ce principe-là, en fait, lorsqu'on regarde les directives européennes, ils ont dit qu'il faut limiter l'utilisation des solvants dans la polymérisation parce que ça fait des coves, et on a parlé des coves ce matin, composés organiques volatiles, c'est pas bien pour la couche d'ozone. Alors du coup, on a dit, ok, on va essayer de faire ça dans l'eau. Le problème, c'est que les plastiques et les polymères, c'est un peu comme les graisses, ça n'aime pas l'eau. Donc du coup, on va prendre, comme notre savon, on va prendre un tensioactif pour venir stabiliser tout ça. Et en fait, vous allez avoir du coup des gouttes de monomères qui vont être stabilisées dans votre milieu par des tensioactifs. Ces monomères sont quand même un peu solubles dans l'eau, ils vont passer dans l'eau. Là, ils vont rencontrer des amorceurs, vous allez commencer à faire grandir vos chaînes de polymères. Donc on vient juste de parler de chaînes, merci. Et du coup, ces chaînes, elles n'aiment pas trop l'eau, du coup, elles vont aller dans des micelles, donc dans des amas de tensioactifs libres, et elles vont aller dedans se stabiliser. Et les monomères qui sont stables dans l'eau, qui se sont dissous dedans, et ben, ils vont venir alimenter ces petites micelles, et à la fin, on va avoir du coup des polymères stabilisés dans l'eau par des surfactants. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait un latex. Donc un latex, c'est juste une suspension de polymères stabilisée dans l'eau avec les surfactants. Comment on fait pour obtenir un matériau à partir de ça? Un peu comme quand vous prenez votre peinture que vous mettez sur votre mur, vous la laissez sécher, vous allez obtenir du coup une couche de plastique sur le mur. Moi, dans mon cas, je mets ça dans un moule, je laisse s'évaporer, et en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon moule au cours du temps? L'eau va partir, les particules vont venir sédimenter au fond du moule, elles vont venir se coller les unes aux autres, elles vont un peu se déformer, et plus l'eau va partir, plus on va avoir de la chance, si on choisit une bonne
les bons monomères, on va avoir les chaînes qui vont s'interpénétrer entre les particules, et à la fin, on va obtenir un film latex cohésif. Et du coup, à partir de ça, lorsqu'on regarde plus précisément les latex, vous allez avoir des particules avec, entre les particules, ces tensioactifs. Le problème, c'est que ces tensioactifs, vu que ce n'est pas homogène, ils vont diffuser un peu partout et ça pose des problèmes au long terme pour l'usage de ces latex. Du coup, on a un petit problème. L'idée, en fait, c'est de venir fixer ces surfactants à notre polymère pour plus que ça diffuse après et éviter ces effets au long terme. Et en fait, là, on va venir parler de PISA, donc Polymerization Induced Self-Assembly, où en fait, en première étape, vous allez venir faire un polymère hydrophile, en première étape, dans l'eau. Ensuite, vous allez venir rajouter ces monomères hydrophobes dans l'eau, comme quand vous faites une émulsion classique. Vous allez faire la polymérisation. Dans le cas de mes polymères, on a mis des petites fonctions pendantes dont je vais parler juste après. Et en fait, vous allez obtenir le même genre de latex, sauf que là, c'est stabilisé avec un polymère qui est amphiphile. Et ça va venir se mettre sous forme de vésicule. Et de la même manière, on met ça dans un moule où on le met sur une surface et on laisse sécher. On obtient du coup un film latex PISA. Et moi, dans mon cas, en fait, la spécialité du C3M, c'est de faire des vitrimères avec. Et pour faire ça, en fait, je prends un réticulant. Donc là, dans mon cas, c'est une diamine. Je mets ça dans la solution de latex avant de la faire sécher. Je mélange ça bien pour que ce soit homogène. Je laisse sécher. Et en fait, on va avoir une réaction entre les amines, les fonctions pendantes qui sont des benzaldéhydes, et sous condensation, en fait, ça va libérer de l'eau et former des imines. Les imines, elles sont connues pour faire des échanges. Donc en fait, vous allez avoir des ponts entre les différentes chaînes de molécules qui vont pouvoir s'échanger. Et grâce à ces échanges, en fait, vous allez avoir des propriétés super intéressantes pour vos matériaux. À commencer par l'autoréparation. Imaginez un matin, vous vous levez, la voiture, elle est rayée, oh, c'est énervant. Et ben, peut-être que plus tard, ce sera beaucoup moins énervant. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ces échanges qui vont se faire sur le bas de la coupure, ça va faire des échanges et petit à petit, en fait, ça va se gommer tout seul. Bon, alors tout seul, c'est peut-être trop ambitieux, mais bon, allez, un petit sèche-cheveux, on appuie un peu et boum, c'est réparé. Génial, on n'a pas besoin de passer chez le carrossier, on va économiser beaucoup d'argent. Donc ça, c'est les propriétés d'autoréparation. Et ensuite, bon, un plastique, ça va quand même arriver au bout d'un moment en fin de vie, et on parle beaucoup des problèmes de recyclage. Bon, bah, vous prenez votre film latex, vous le concassez, vous le récupérez sous forme de perles, vous le mettez dans une presse chauffante, et vous reformez votre film latex. C'est des déchets qui n'iront pas dans les océans. Merci Maxime, mais de rien les océans. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc là, les thèmes interaction n'est pas été donné comme contrainte aux doctorants parce que ça aurait été absolument trop de leur demander aussi une contrainte thématique. Et donc, par contre, là, les thèmes de deux prochaines, peut-être même plus, ça va être plutôt émergence, je crois. Les prochaines, c'est Yann Sacref, Gulliver, avec son micro. 5 minutes comme tout le monde. Merci à tout le monde pour avoir respecté parfaitement le timing. What is life? What does it mean to be living? And where do we come from? These are questions I am sure every one of us has thought of at least once in his life. Growing up, I was thinking of these questions every day. Indeed, isn't it amazing that these questions, which are so important to relate us to the universe, are yet to be answered? My name is Yann Sacref, and no, these questions are central to my PhD. Scientists have observed living beings, and they realized that all of them share a common set of properties. As for example, bacteria, they can grow, replicate, and evolve. These properties, however, they're not simple properties. They are what we call emerging properties. In a system comprised of objects, a property is said to be emergent when it is not evident by inspecting a single object of the system. In other terms, the whole is more than the sum of the parts. An example of emerging property is the good taste of salt. Indeed, it is not evident. Here? Okay. Indeed, it is not evident by inspecting sodium or chlorine, the two atoms which form table salt, that it tastes good. But when they come together, well, it tastes good. And so similarly, it is not evident by inspecting the emerging properties of a living being. And indeed, it is not evident. The emerging properties of living beings are not evident by inspecting the molecules or chemistries which constitute them. In fact, most chemistries lead to non-living organisms, non-living things, and very few or one lead to living beings. And we have no idea why at the fundamental level. As for the salt, chemistries or molecules are themselves underpinned by physics or atoms.
Again, the mapping between physics and chemistries is not obvious. But if we want to understand the emergence of living beings, we have to understand how the physics underlies the chemistries and how the chemistries underlies themselves the emerging properties of living beings. Unfortunately, it is impossible, or quasi-impossible, because physics and chemistries are way too complex. In my PhD, I am developing a model of chemistry which is just simple enough to do this. That is, to understand the relationship between a physics, its chemistries, and the emerging properties. In my model, the physics is not based on atoms, but colloids. These are small beads that you immerse in a solvent. A physics based on colloids has the huge advantage of being programmable. We can decide how many different kinds of colloids we want and who interacts with who. For example, here, I had 3 different types of colloids, blue, red, and gray, and I decided that blue would interact with everyone, red with everyone again, but gray would only interact with blue and red, but not with itself. Now, as compared with the real physics, we're not limited by the Mendeleev table anymore, and we can generate as many different physics as we want. So we have a space to explore which is much bigger. Now, the physics will produce chemistries, or in other terms, the colloids will form molecules. In our model, the molecules are 3D objects that have specific energy that we can compute. We can compute their rate of formation and how they interact one with another. These are data you would dream to have in a real chemistry. And so then we try to see whether the chemistries will display or not emerging properties. Our goal is to determine the minimal physics which will be amenable to the emergence of the properties of living beings. To give you an idea of the numbers we are dealing with here, simple physics of 4 different types of colloids will generate 11 millions of molecules. And so it would be impossible to explore this space of chemistries experimentally, and our work is theoretical. But then when we have identified good physics candidates, we may work with experimentalists to check our predictions. Now that I gave you the big picture of our research, I will just zoom in, for example, replication to tell you how we actually proceed. So the first thing we need to do every time is to define the properties we're looking for. Replication, in its most general form, means that a molecule creates a copy of itself. Now we try to find a physics which is amenable to replication. One example is one physics based on 2 types of colloids. They like each other and they like themselves. If I start with one colloid, blue-red, one molecule blue-red here, maybe one colloid blue and one colloid red will bind to this molecule, then they will bond together and be released. In that case, I would have replicated my initial molecule. But the challenge of replication is that if blue likes itself too much or red likes himself too much, then they will never unbind from the initial molecule. If they don't like each other enough, then they will never come in contact. And to find the right strength of interaction here is very difficult. In fact, the physics is quite sophisticated in the end. However, now we have an idea of what the physics should look like. We can generate physics that looks like this one and see whether the chemistries are able to replicate. Finally, I would like to thank my advisors, Olivier Rivoire and Zorana Zeravic, for allowing me to work on these questions. Thank you for your attention, and maybe tonight at dinner, when you use table salt, you will think about the emerging properties of physics and chemistries and how they relate us to the rest of the universe. Thank you, and sorry for presenting you in French. Non, non, pas de problème, je suis français. Ah oui. Okay. Passage of the microphone to another English speaker. I think, Camille, you will present in English? Yeah. So, Camille Lambert, OMR, CBI. So thank you very much. Oh, maybe I should go here. Thank you very much. My name is Camille Lambert, and I am from the Laboratory of Biophysics and Evolution. So I would like to start by asking you a question. Did you ever thought about the origin of life? Where do we come from, and how life emerged on Earth? And if this is the case, probably you try to Google and try to find a nice piece of literature about the topic. However, this is not that easy because there is still a lot of questions that are unsolved today. But we have some answers, we have some clues. So first, we know that there is a lot of organisms, and we know actually most of the organisms that are existing today. And we also know a lot of organisms that existed at one point of time. And we can know them because we can find some traces of their existence, for example, by studying fossils. We also know, or at least we suppose, that there is a cell called LUCA, for Last Universal Common Ancestor,
that was the first cell that emerged on Earth and that gave rise to all the other organisms that are present. But what we do not know is how the transition between non-living to living happened, so how life emerged from chemical systems. But if you want to study this question, we need to go back to the basics. So what is life? Life has different properties, and we can cite three main properties that are reproduction. In general, species needs to reproduce in order to survive and not get extinct. The second property is variation, that is a slight modification that individual of a species can carry. And the third one is selection, that is a process that can favor or disfavor individual depending on the variation that they have. Another important thing is what are the unit of life, so the cells made of. So we know that the biomolecule shared by every organism are limited, and they are lipids, RNA, DNA, proteins, sugars, for example. So if we want to study the question of the origin of life, what we can do is to build systems in the lab with life characteristics such as reproduction, variation, and selection from life building blocks such as RNA or proteins. And you can ask yourself, okay, do we already know this kind of system? And the answer is yes, and we are working on one of these systems in the lab. So it is one RNA molecule that called the Azoarchus, and this RNA has a very typical property. When we cut this RNA in different fragments, and we put these fragments in a tube, the fragments are able to self-assemble and to give rise to a full RNA, complete RNA again. And this is how we call the reproduction in our lab. However, we have only one RNA capable of this typical replication mechanism, so it's not very probable that life emerged this way. So the goal of my PhD is to try to find different RNA with the same property and to try to estimate a number of of RNA that could self-reproduce. So if you have, for example, a space of every possible RNA, my goal is to try to find good candidates and test them experimentally in the lab in order to find every RNA with this function in order to answer the broader question, how likely is the emergence of self-replicating RNA? Thank you. Thank you very much, Camille Lambert, CBI-LBE. Et les prochaines, c'est Arnaud Schaub. Schaub, pardon, excusez-moi. Arnaud Schaub, C3M. On revient au C3M. Je crois qu'on va parler d'un de ces mots que la Covid a remis à la une. Je ne sais pas combien de fois dans notre vie on disait le mot gel avant. Aujourd'hui, je crois plusieurs fois par jour. Donc, peut-être c'est pertinent de parler de ces matériaux aujourd'hui. Merci d'avoir pété mon intro, parce que c'était littéralement ça que j'allais faire. Oh là là. Quelle honte. Je blague. Quelle honte. Mais effectivement, du coup... Désolé. Pardon, il n'y a pas de souci. Donc, je m'appelle Arnaud Schaub, je suis doctorant en C3M, et donc je vais vous parler effectivement de gel, mais on va arriver quand même à un point où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à filmer un carrousel de caméléons. Donc, pas forcément beaucoup de rapport avec les gels de prime abord, mais vous allez voir. Donc effectivement, les gels, ça fait partie de notre vie quotidienne en ce moment, avec le gel hydroalcoolique qui est devenu notre meilleur nouveau copain. Donc un gel, c'est quand même vachement pratique parce que vous pouvez le mettre dans votre main, il ne va pas couler de votre main tout de suite et vous pouvez ensuite derrière l'étaler. Ça, c'est grâce au fait que ce soit un petit peu entre un solide et un liquide. Et c'est vachement pratique d'avoir cette dualité, on va dire, entre les propriétés des solides et des liquides. Alors comment on fait pour avoir un gel? Et bien justement, il vous faut une partie solide et une partie liquide. Pour le liquide, on peut par exemple imaginer de l'eau, en tout cas c'est assez classique. Et pour le solide, vous pouvez utiliser un réseau, en général des polymères, vous savez, ces grandes molécules qui sont constitutives d'énormément de matériaux mous qu'on utilise un peu tous les jours. Pour votre réseau, vous avez deux façons de le constituer. Soit vous avez des nœuds qui sont permanents, auquel cas vous pouvez imaginer une sorte de filet de pêche en 3 dimensions de molécules, et dans ce cas-là, on parle de gel covalent. Et vous pouvez imaginer aussi des nœuds qui sont temporaires, et c'est le cas des gels que moi j'étudie, des gels qui sont dynamiques. Vous avez ces petits groupements là en rouge, c'est une sorte de scratch moléculaire, on va dire, qui peuvent s'associer avec d'autres par des interactions.
Je place le thème de la journée au cas où. Hein. Voilà. Mais donc, ils font des sortes de boules comme ça, et puis les scratchs, ils peuvent parfaitement sortir d'une de ces boules et aller en recréer une autre plus tard ailleurs. Ça prend du temps. Ce qui donne du coup des propriétés un peu particulières à mes matériaux, c'est que si jamais je prends un échantillon et que je le retourne, eh ben, à des temps courts, il ne va pas couler parce que les nœuds existent et ils retiennent, ils solidifient bien mon gel. Mais sur des temps longs, il se réorganise ces nœuds et donc du coup, il finit par couler vers le fond du bécher, alors que ce n'est pas le cas pour un gel covalent. Donc ça, c'est si jamais vous attendez très longtemps pour le laisser couler tout seul. Mais vous pouvez lui permettre de couler vous-même en appliquant quelque chose dessus. On va voir que du coup, mes gels, ce sont des fluides à seuil d'écoulement. Et vous en connaissez forcément puisque vous en avez déjà mangé, par exemple du ketchup. Effectivement, le ketchup, vous avez besoin d'appliquer une certaine contrainte sur votre matériau pour qu'il commence à sortir de la bouteille. Soit en appuyant dessus comme un malade, soit en secouant la bouteille comme un malade. Dans les deux cas, il faut y aller comme un malade. Ce qui est intéressant, c'est que mes gels et le ketchup, ce sont également des fluides qui sont dits réofluidifiants. C'est-à-dire que plus la contrainte que vous appliquez est importante, donc plus vous secouez à fond votre bouteille, plus le liquide va devenir fluide, le fluide va perdre en viscosité. Et donc ça explique pourquoi est-ce qu'au début, c'est très difficile de sortir le ketchup de la bouteille, mais dès que vous y arrivez, vous en mettez sur vos frites, sur vous et sur la personne en face. Voilà. Donc, maintenant que vous avez réussi à sortir votre fluide de la bouteille et qu'il est au repos, vous avez deux possibilités. Soit il retrouve immédiatement sa viscosité d'origine, soit il reste à une viscosité diminuée pendant un certain temps. Ça, c'est le cas, par exemple, d'un matériau que vous connaissez bien, c'est le yaourt également. C'est ce qu'on appelle de la thixotropie. Je suis quasiment sûr que la majorité d'entre vous ici, vous touillez dans votre yaourt avant de le manger pour le fluidifier, parce que vous n'aimez pas quand il est solide. Voilà, ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle la thixotropie. Alors, si vous attendez en général avec un matériau thixotrope que vous l'avez fait passer en liquide, vous pouvez attendre pour qu'il retrouve ses propriétés de solide. Le yaourt, il ne le fait pas trop, ça, mais moi, mes gels, ils le font en environ 2 heures à peu près pour pouvoir retrouver leurs propriétés de solide. Donc, on a des propriétés qui sont vachement variées, que ce soit en termes de à temps court, à temps long, sous écoulement et au repos. Pour étudier tout ça et pas en rester simplement au stade d'observation, j'utilise mon nouveau meilleur ami depuis 3 ans qui s'appelle le rhéomètre. Et le rhéomètre, c'est donc mon échantillon qui est sandwiché entre 2 plaques. J'ai une plaque qui est fixe en bas et une plaque du haut qui, elle, peut tourner suivant un axe central, central de la plaque. Donc vous avez une sorte de carrousel mal foutu. Parce qu'il n'y a que le haut qui bouge. Donc vos chevaux à l'intérieur de votre carrousel, ils sont bien obligés de couler à terme. Donc typiquement, c'est ce que je fais subir à mes gels. Et la résistance mécanique qui est appliquée sur ma plaque du haut, ça va nous donner des indications sur la viscosité du gel. Donc typiquement, si vous avez des chevaux qui sont en bois, ils vont beaucoup plus résister que si vous aviez des chevaux en guimauve dans votre carrousel. Donc ça, c'est une première façon de faire. Et en plus, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute des particules à l'intérieur de mon écoulement parce que j'ai envie de vérifier s'il n'y a pas, par exemple, des fractures. Donc je rajoute des particules fluorescentes et je les filme. Comme ça, je peux voir à quelle vitesse elles se déplacent. Elles se déplacent avec le gel. Et donc les particules qui sont hautes, proches de la plaque qui est mobile, elles se déplacent à une certaine vitesse parce qu'elles sont entraînées par la plaque qui est mobile. Les particules qui sont en bas, elles sont proches d'une plaque qui ne bouge pas, donc elles se la coulent douce. Ça me donne du coup en général des profils de vitesse qui sont homogènes comme on voit ici en haut à gauche. Mais évidemment, moi, mes gels, ils ont tendance à être un peu plus compliqués que ça. Alors, ils peuvent glisser, ça c'est relativement classique, et donc du coup avoir une vitesse qui est non nulle par exemple sur la plaque du bas. Mais il peut y avoir aussi des inhomogénéités qui apparaissent dans l'écoulement, notamment des bandes de cisaillement, où on a une partie qui va se déformer plus que ce qu'elle devrait et une partie qui va se déformer un peu moins que ce qu'elle devrait. Et même, ça peut aller jusqu'à vraiment la rupture de mes gels, avec une rupture nette dans le profil de vitesse. Et la diversité de ces comportements a fait qu'on a décidé de les surnommer les gels caméléons, parce qu'ils changent tout le temps de comportement. Moi, mon travail, c'est d'essayer de changer la taille de mes scratchs moléculaires et de voir comment ça influe sur la façon dont ils s'écoulent. Et pour terminer, je voudrais vous faire remarquer que donc quand vous touillez dans votre yaourt le matin, ou peu importe à quel moment vous le mangez, mais quand vous touillez dans votre yaourt, vous faites une expérience d'une certaine manière de rhéologie. Donc vous êtes aussi des rhéologues, un peu comme moi, juste un petit peu moins que moi, en tout cas je l'espère. Je m'appelle Arnaud Schob et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et encore désolé d'avoir... Il n'y a pas de souci. C'était un peu pour prouver qu'on avait fait... Hop. Et on est arrivé à la dernière. Merci de prendre ce rôle, Léa Milenkovic. So you're going to talk in English or in French at the end?
You put the two. No, I will stay in English because I have friends in SimLab that are not speaking French and I want them to understand. And it's a challenge for me to present in English. It's my first real presentation in English, so. Okay, so I say that we didn't want to give extra constraints and you give it yourself. So great. We appreciate that. Lea Milenkovic, Sim. So I'm the last. I hope you are not feeling sleepy. Hello everyone, I'm Lea Milenkovic from Sim Laboratory. And you can see here a mask, hydroalcoholic gel, but don't worry, I'm not going to lecture you on a barrier gesture. Today, I'm going to tell you how we could save the planet with the landing net. So, since the appearance of our greatest common enemy, guess what? I'm talking about COVID. The number of PCR tests has increased exponentially, and these tests are expensive, energy intensive, time-consuming because of the sample preparation. So now, imagine an analysis method that could meet all these limitations. An analysis laboratory that would be eco-friendly, so produce less waste, that will use less energy, that will be more economical, and that will be, above all, quick and easy to set up. I suggest you the lab on a chip. It's a miniature laboratory that will fit on a chip a little bigger than a coin. So what is the principle? So a small volume of sample that contains the contaminated cells would be injected in the microchip in channels and that are microscopic. And in these channels, you will have kinds of landing nets that are graphed and that can go up or down depending on the temperature. Just to precise, a landing net could be the one that you used when you were a child and you wanted to catch small fishes at the beach. And so with this device, we could trap the cells and observe them, analyze them at the same time. So my thesis subject consists in developing these nets, these landing nets. And they are, in fact, hydrogels. That means gels in aqueous solution that can collapse or swell depending on the temperature that we impose to the system. These nets of gels are made by the assembly of different macromolecules that are polymers. And these chains of polymers are connected together by strong bonds, by covalent bonds, as you can see here in the blue dots. And that enables to have a permanent network. So beyond these strong meshes, what is the molecular phenomenon that enables to have this collapse swollen behavior with the temperature? Actually, it's possible thanks to additional bonds, weaker bonds that are hydrogen bonds that are reversible. So you can see here with the magnets. And so at low temperature, the chains will interact with each other, will get closer. They will stay warm. And when we will increase the temperature, they will want to spread out, and they will interact more with water. Finally, these chains are a bit like us. In winter, we like to stick to our friends, feel warm, and we are not thirsty. But when summer comes, we hate to feel the other sticking to us, and we can absorb a lot of water. And in my case here, this is possible thanks to specific groups that are amide function. OK, so how can we form this landing net shape? So first of all, we spread the polymer solution on the surface, and we activate a specific reaction of cross-linking and grafting by an exposure to UV. So a cross-linking reaction means that we want the chains to connect to each other by covalent bond. OK, so we will cover the lamp with the mask, not to prevent the lamp from getting COVID, but a specific mask that will enable to give a specific shape to our beam.
And the cross-linking and grafting reaction will occur only where the beam touches the solution. So at the end, if we wash the surface, we could have this landing net shape. And if we put the surface in the water, we have this transition between the collapse and swollen state with the temperature. And in the context of our application, we want the cell to stay alive. We don't want them to die by increasing the temperature. So we need this transition to appear at around 30 degrees, so that at 20 degrees, when we inject the solution, the channel is open, the landing nets are down. And if we increase close to, for example, the physiological temperature, we could trap the cells and analyze them and observe them at the same time. And the biggest challenge in my thesis is to find the perfect polymer who will give the more pronounced answer to the stimulus, the more specific, the quicker, sorry. And so by this curve, in this curve, that means that the ratio between the thickness on the different states, or in other words, the difference between the two plateaux, has to be as wide as possible. And the transition has to appear at a specific temperature. Okay, by waiting to have such a material to be developed, just keep taking care of yourself, and please respect the barrier gesture. Thank you. Thank you very much. Also for the English exercise. Yes, that's hard. This was the last. There's going to be an announcement of the best one. I think it's going to be Isabelle at 4:25 à 16h quelques, 16h20, 16h30. On va avoir l'annonce du jury qui va après récompenser la meilleure présentation. Avant de partir, un grand applaudissement et un grand merci d'avoir joué le jeu, tenu le temps et fait une très belle présentation. Une des consignes qu'on avait données aussi par rapport aux autres années, en accord avec la communication, les organisateurs, c'était de faire un effort vraiment de vulgarisation, d'être compréhensible à tout le monde. Je crois qu'on a vraiment assisté à un très, très, très bon exercice de vulgarisation. Donc, merci aussi de mon côté personnel.